L'amour débordant et protecteur d'une mère envers ses jumeaux mena à une tragédie bouleversante. Mais lorsqu'un prêtre mystérieux intervint pendant un enterrement rempli de douleur, un événement inattendu changea à jamais le destin d'une famille. La tempête faisait rage autour du phare de Milaven. Joyce se tenait sur le quai, les yeux fixés sur la lumière lointaine. Son cœur battait fort, non par peur, mais à cause de Carmel, le mystérieux gardien du phare. Leurs regards échangés à travers le port avaient éveillé quelque chose en Joyce. Alors que les riches marchands et marins tentaient d'attirer son attention, c'était Carmel qui avait silencieusement conquis son cœur. Pendant 2 ans, Joyce trouvait toutes les excuses possibles pour aller au phare, apporter des paniers de nourriture ou simplement s'asseoir près de Carmel pendant qu'il travaillait. À 20 ans, Joyce prit une grande décision. Elle irait parler à cet homme de 35 ans qui avait capturé son cœur. Carmel, surpris mais pas insensible, accepta de la courtiser à sa façon. Joyce et Carmel vivaient une relation unique. Alors que les autres jeunes femmes de la ville participaient à des bals ou des pique-niques, Joyce apprenait à naviguer en étudiant les étoiles et découvrait les secrets des tempêtes. Carmel, de son côté, s'ouvrait peu à peu et partageait avec elle ses souvenirs de voyages passés. 1 an plus tard, sous un ciel rempli d'étoiles filantes, Carmel demanda Joyce en mariage. Remplie de bonheur, elle accepta sans hésiter. Leur mariage attira l'attention de toute la ville. Tout le monde voulait voir la joyeuse Joyce épouser le mystérieux Carmel. Pendant la cérémonie, le faisceau du phare illumina la foule, témoin silencieux de leur union. Au début, leur mariage était parfait. Joyce s'impliqua pleinement dans son rôle de femme de gardien de phare, apprenant tout ce que faisait Carmel. Mais avec le temps, Joyce ressentit une grande insatisfaction. L'horizon, qui autrefois semblait plein de promesses, lui paraissait désormais monotone et sans vie. Carmel, heureux dans sa routine tranquille, ne comprenait pas ce que Joyce éprouvait. Ils se parlaient de moins en moins et les silences devenaient pesants. Malgré leurs efforts, ils ne purent avoir d'enfants, et leur maison resta silencieuse. Les habitants du village commencèrent à dire que le phare était maudit et qu'aucun enfant ne pourrait jamais y naître. Après 10 ans, leur tristesse commune se transforma en frustration. Carmel, qui était autrefois un homme calme et patient, devint distant et froid. Il passait de plus en plus de temps seul au phare, laissant Joyce seule et isolée. Les rares moments qu'ils partageaient étaient souvent marqués par des tensions. Un soir, après une violente dispute, Carmel accusa Joyce d'être responsable de son malheur. Ces paroles furent très douloureuses pour elle. Mais ce qui la blessa encore plus fut de réaliser que l'homme qu'elle aimait semblait s'éloigner définitivement. Une nuit, lors d'une tempête, Carmel quitta la maison en colère. Il ne dit pas où il allait, et Joyce, habituée à ses absences, ne posa pas de questions. Mais cette fois, il ne revint jamais. Les jours passèrent, puis les semaines et les mois. Joyce comprit alors que Carmel était partie par choix. Seule et abandonnée, elle vivait désormais dans une maison aussi froide et vide que l'océan déchaîné. 3 mois après la disparition de Carmel, un étranger arriva dans la ville. Il se faisait appeler S, un écrivain à la recherche d'inspiration pour son prochain roman. Avec son sourire malicieux et ses récits de terres exotiques, il était tout ce que Carmel n'était pas. Samy s'intéressa rapidement à Joyce et à son histoire. Il passait maintenant de longues heures assis près du phare, écoutant ses récits sur la vie en bord de mer. Joyce se sentit vue, écoutée et comprise pour la première fois depuis des années. Au fil des jours, Joyce et Samy se rapprochèrent de plus en plus. Une nuit, alors qu'ils se promenaient sur la plage, Samy la regarda, sous un ciel illuminé par une aurore boréale. À cet instant, Joyce sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur s'effondrer. Leur romance fut passionnée, mais brève. 4 mois après son arrivée, Samy annonça qu'il devait partir. Son éditeur attendait son manuscrit. Il lui promit de revenir une fois le livre terminé, et scella cette promesse avec un baiser qui laissa Joyce sans voix. Les jours passèrent, mais le retour tant attendu de Samy se faisait attendre. Malade d'inquiétude et d'un sentiment qu'elle ne pouvait nommer, Joyce se décida finalement à visiter la maison de campagne que Samy avait louée dans la ville. À sa grande surprise, elle la trouva vide, sans aucun signe de lui. La trahison fut profonde et raviva les blessures laissées par Carmel. Mais cette fois-ci,
Joyce se retrouva avec plus qu'un cœur brisé. Quelques semaines après la disparition de Sammy, elle découvrit qu'elle était enceinte. Lorsque la nouvelle de sa grossesse se répandit dans le petit village comme une traînée de poudre, Joyce devint à nouveau la cible de murmures et de regards critiques. Mais cette fois, elle garda la tête haute, déterminée à protéger la vie qui grandissait en elle. Cet enfant était le témoignage d'un bref moment de bonheur avec Sammy et la promesse d'un amour qui ne la quitterait jamais. Alors que la date de son accouchement approchait, Joyce fit une promesse solennelle à son bébé. « Je t'aimerai et te protégerai toujours », murmura-t-elle à son ventre arrondi. « Ta vie sera meilleure que la mienne, je te le jure. » Une nuit glaciale, Joyce entra en travail. La sage-femme du village, une femme sévère appelée Megan, arriva chez elle avec un visage marqué par l'inquiétude. Alors que le travail avançait, Megan l'encouragea. « Pousse, Joyce, je vois la tête. » Dans un dernier effort douloureux, Joyce mit au monde sa première fille. Mais les yeux de Megan s'écarquillèrent de surprise. Avant que Joyce ne puisse reprendre son souffle, Megan s'exclama « Il y en a un autre !» Quelques minutes plus tard, Joyce tenait dans ses bras deux filles identiques, leurs petits doigts entrelacés, comme si elles ne se quitteraient jamais. Épuisée mais débordante de joie, elle les nomma Amelia et Sophia. À mesure qu'elles grandissaient, les jumelles étaient aussi singulières qu'inséparables. Elles partageaient un lien particulier, finissant les phrases de l'autre et éprouvant une empathie profonde entre elles. Les villageois murmuraient sur cette connexion inhabituelle, certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Joyce, déterminée à protéger ses filles des difficultés, devint extrêmement protectrice. Elle leur inculqua une méfiance envers les hommes et leur interdit toute relation amoureuse. « Les hommes ne vous apporteront que de la douleur », leur disait-elle avec des yeux empreints de souvenirs amers. « Je vous sauve de faire les mêmes erreurs que moi. » Mais les règles bien intentionnées de Joyce eurent des conséquences imprévues. Lorsqu'elles atteignirent l'adolescence, Amelia et Sophia commencèrent à ressentir du ressentiment envers les restrictions imposées par leur mère. Plus Joyce essayait de les contrôler, plus elles aspiraient à la liberté. À l'approche de leurs 17 ans, les jumelles commencèrent à se rebeller en secret. Amelia fut la première à briser les règles de leur mère, sortant discrètement pour voir un garçon nommé Tony. Sophia suivit bientôt, tombant amoureuse d'un jeune homme connu uniquement sous le nom de Marshall. Les sœurs, autrefois inséparables, commencèrent à garder des secrets l'une envers l'autre. Chacune pensait protéger l'autre en cachant son histoire d'amour interdite, sans savoir que leurs chemins étaient dangereusement liés. La tragédie survint lorsque Joyce tomba gravement malade, ne lui laissant que quelques mois à vivre. Sur son lit de mort, elle arracha une dernière promesse à ses filles. « Ne donnez pas votre cœur avant d'être certaine », leur supplia-t-elle avec une voix faible mais insistante. « Je veux que vous ayez la vie parfaite que je n'ai jamais eue. » Les jumelles, tourmentées par la culpabilité de leur relation secrète, acceptèrent solennellement. 2 semaines plus tard, Joyce décéda, laissant Amelia et Sophia seules au monde. Dans les mois qui suivirent, les sœurs se soutinrent mutuellement, mais leurs secrets continuèrent à creuser un fossé entre elles. Toutes deux ignoraient qu'elles fréquentaient le même homme, Tony Marshall, qui avait soigneusement orchestré sa double vie. 1 an après la mort de leur mère, les 2 sœurs commencèrent à montrer des signes de grossesse. Honteuses et craintives de se confier l'une à l'autre, elles tentèrent de cacher leur état. Un jour fatidique, Sophia décida de confronter Tony à propos de sa grossesse. Elle quitta la maison en disant à Amelia qu'elle allait rendre visite à une amie. 1 heure plus tard, elle revint, le visage pâle et les pas hésitants. Amelia, qui avait également prévu de rencontrer son petit ami, rentra chez elle peu après. Les sœurs, visiblement bouleversées, commencèrent à parler. Soudain, elles furent prises d'une douleur atroce. Alors qu'elles gisaient au sol, haletantes, Amelia parvint à murmurer « Je crois que Tony Marshall, mon petit ami, m'a empoisonnée. Je suis enceinte, ma sœur. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, surprise et horrifiée. « Tony Marshall, c'est aussi le nom de mon petit ami. » À cet instant de terrible lucidité, les sœurs réalisèrent que le même homme les avait trompées. En apprenant que les 2 étaient enceintes, Tony avait décidé de les éliminer toutes les 2. Alors que l'obscurité les enveloppait, les jumelles se prirent la main. Leur lien plus fort que jamais
dans ce qu'elles croyaient être leurs derniers instants. Quelques heures plus tard, leurs voisins proches découvrirent leur corps sans vie. Choqués et dévastés, ils appelèrent immédiatement la police. Les autorités arrivèrent rapidement, bouclèrent la zone et lancèrent une enquête. Dans les jours suivants, la police mena une investigation approfondie, incluant l'autopsie des jumelles. Malgré leurs efforts, ils ne purent déterminer la cause de leur décès. Le cœur lourd, ils remirent les corps au village pour l'enterrement, le cas restant frustrant et non résolu. À peine le soleil s'était-il levé sur le village endormi que commença la sombre procession. 2 cercueils identiques furent portés vers le cimetière. À l'intérieur reposaient les corps d'Amelia et Sofia, leur vie tragiquement écourtée. Les villageois marchaient en silence, leurs visages marqués par la douleur et l'incrédulité. Le père John, ancien toxicologue, remarqua quelque chose d'étrange en regardant les corps. Les lèvres des jumelles avaient une teinte bleuâtre presque imperceptible, et l'intérieur de leur bouche présentait de petites ampoules à peine visibles. C'étaient des signes révélateurs d'un poison rare qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois dans sa carrière. « Ne les enterrez pas encore !» cria-t-il, la voix tremblante d'urgence. Les porteurs des cercueils semblèrent perplexes, et la petite foule murmura, certains demandant des explications. L'esprit du père John s'agitait. Il connaissait ces signes, qui avaient été ignorés lors de l'autopsie en raison de leur rareté. Sans donner d'explication aux spectateurs déconcertés, il fit demi-tour et retourna à l'église, aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. Quelques minutes plus tard, le père John revint en boitant, les yeux fixés sur les cercueils. Sans donner d'explication, il souleva les couvercles. « Que faites-vous » cria quelqu'un, mais le prêtre ne répondit pas. La foule resta bouche bée lorsqu'il inclina doucement la tête d'Amelia pour examiner sa bouche de plus près. Puis, il déboucha une bouteille et versa délicatement quelques gouttes d'un étrange liquide sur ses lèvres et dans sa bouche, légèrement ouverte. Il répéta le processus avec Sofia, avec des gestes précis et respectueux. « J'ai déjà vu ça », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les spectateurs stupéfaits. « C'est rare, mais je sais ce que c'est. » Pendant un moment, rien ne se produisit. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par la respiration agitée du père John. Puis soudain, le liquide commença à réagir, provoquant un subtil changement de couleur autour des lèvres des jumelles. Le visage du père John devint grave. Il referma rapidement les cercueils et se tourna vers la foule abasourdie. « Je dois parler à la police immédiatement », annonça-t-il. « Il faut reporter les funérailles. » Les actions du prêtre provoquèrent confusion et indignation parmi les villageois. Cependant, son attitude déterminée fit taire toute objection. 1 heure plus tard, la police était de retour sur les lieux. Le père John expliqua sa surprenante découverte aux agents désorientés. « Avant de devenir prêtre, j'étais toxicologue », révéla-t-il. « J'ai reconnu les signes d'un poison rare qui passe souvent inaperçu, ce qui explique pourquoi l'autopsie ne l'a pas détecté. » Avec ces nouvelles informations, la police rouvrit l'enquête. Les connaissances du père John orientèrent les autorités vers un type spécifique de toxine qui ne pouvait être produite que par un toxicologue hautement qualifié. Leur recherche les conduisit à un homme, originaire d'un village voisin, capable de concevoir un tel poison. En approfondissant leur investigation, une connexion surprenante apparut. Le toxicologue se nommait Tony Marshall. Oui, le même Tony que les 2 sœurs fréquentaient en secret. Avec cette piste, la police démêla rapidement le reste du mystère. Tony Marshall fut arrêté et traduit en justice. Il s'avéra être un escroc avec un passé marqué par la manipulation de femmes vulnérables. Il utilisait l'expertise de son père pour couvrir ses traces lorsque les choses tournaient mal. Dans les jours suivants, le village pleura la perte d'Amelia et Sofia. Cependant, il y eut aussi un sentiment de soulagement. Grâce à l'intervention peu conventionnelle du père John, la vérité sur leur mort tragique fut révélée. Le décès des jumelles n'avait pas été vain. Il avait permis de démasquer un dangereux criminel et de renforcer les liens au sein de la communauté. Le village s'engagea à honorer leur mémoire en créant un système de soutien pour les jeunes femmes, dans l'espoir de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? La mère des jumelles avait-elle raison d'être aussi protectrice? Ou ses actions ont-elles finalement mis ses filles en plus grand danger? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker,
et de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants.